dans des conditions optimales. L'examen a débuté depuis la semaine dernière avec les soutenances. Nous avons à peu près 1600 candidats répartis dans 34 options. L'option la plus peuplée, c'est, je crois, GRH, qui a 276 candidats, alors que l'option la moins peuplée, c'est amélioration des techniques de semences, qui n'a qu'un seul candidat. On a commencé la semaine dernière, du lundi jusqu'à samedi, et là, on a repris hier, du lundi jusqu'à samedi. Donc ça va durer à peu près 2 semaines, et après on va passer aux corrections. Les candidats issus des établissements privés sont les plus nombreux, les établissements publics ayant subi des perturbations cette année. Ces candidats viennent des établissements privés parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État n'a pas encore mis en place un dispositif pour former à ce diplôme-là. Donc presque tous, viennent du privé. Donc on a essayé de restreindre les conditions, de participation à l'examen, si bien que l'année dernière, ils étaient à près de 2600, et aujourd'hui, on est à 1600. Donc, vous voyez que les effectifs ont baissé parce que les conditions étaient très draconiennes. À noter que l'audit examen est prévu s'achever samedi prochain. Un mot de politique dans cette édition d'information avec 2016 et la problématique du candidat idéal que rechercheraient sans doute aujourd'hui les différents camps politiques. Voici l'analyse d'un observateur de la vie politique du Gabon au micro de Arnaud Manzan. Donc nous avons eu une élection présidentielle anticipée. 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, encore que nous le savions déjà un petit peu, Ali Bongo, le chef de l'État, aurait utilisé un acte de naissance qui ne serait pas valide. Nous sommes en état de droit. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui croupissent à 100 familles à la prison centrale de Libreville parce qu'ils ont fait un usage de faux. Le chef de l'État lui-même sur RFI a dit que les papiers qu'il a utilisés étaient de faux papiers. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a mis un fusil à la tempe pour qu'il le dise. Personne ne lui a fait ça. Lui-même, il l'a dit. Donc ce sont des pilogués sur qui a dit ça, qui a fait ça, ainsi de suite. Nous sommes un pays, nous devions respecter les règles que nous-mêmes nous avons choisies. À partir du moment où l'un de nous a fait faux et usage de faux, la loi de la République doit s'appliquer à lui. Qu'il soit président de la République, qu'il soit éboueur, qu'il soit chômeur, le statut de la personne nous intéresse peu. C'est l'usage de faux qui est à condamner ici. Et nous ne pouvons pas être dans une république bananière où les lois sont bafouées à volonté sans que cela n'émeuve personne. Alors vous voyez, peut-être pour rebondir sur l'actualité au sein du PDG, j'observe que Barreau Chambrier, avec nombre de parlementaires, font une querelle de clocher à l'intérieur du parti. Je veux bien qu'ils fassent cela, c'est très bien pour leur parti. Mais en même temps, on ne peut pas être parlementaire, législateur, et rester indifférent à ce que un membre du parti, de leur parti, par ailleurs proclamé chef de l'État, ait utilisé un acte de naissance qui manifestement ne serait pas légal et qu'il en soit là seulement à faire une querelle de clocher. Alors je voudrais bien que les gens disent oui, bravo, félicitations, il perturbe un petit peu le calendrier d'Ali Bongo, mais enfin, on n'est pas dans une comédie, on n'est pas dans du spectacle. On est dans l'action citoyenne, on fait de la politique. On n'est pas là pour amuser la galerie, pour amuser les gens. Non. Je veux dire, si les parlementaires veulent bien faire le travail, et je les invite à bien le faire, Barreau Chambrier, depuis qu'il a pris la parole en tant que porte-parole des fondeurs, dit-on, doit aller plus loin. La situation du pays est catastrophique. Les choses ne vont pas bien et je pense que on ne se rend pas compte de la gravité réelle du problème. J'ai l'impression parfois que nous disons des choses sans en maîtriser le contenu, sans en maîtriser le niveau dramatique.
Et pour le faire comprendre aux Gabonais, parfois c'est difficile. Je vais d'abord dire à propos des cadres des administrations publiques. Quand nous, au Club 90, la société civile et plusieurs partis politiques, on demande à, non pas simplement à l'alternance, mais aux conditions d'une élection crédible et transparente. Mais ce n'est pas qu'une question politique, c'est une question éminemment sociale, puisqu'elle touche à notre vivre ensemble et aux conditions dans lesquelles nous pouvons vivre dans la paix. Donc nous parlons de nous. Vous savez, vous entendez cette crise grecque. Je suis en train d'ailleurs de préparer une réflexion sur la crise grecque, la faillite de l'État grec. Il y en a eu d'autres déjà. Mais le Gabon peut aussi se retrouver en situation de faillite. Donc il ne faut pas croire que ce qui se passe ailleurs ne peut pas arriver chez nous. Et nous avons suffisamment d'indices qui nous préparent à une situation de faillite de l'État, de faillite de la gouvernance, de faillite du vivre ensemble. On parle religion à présent, la charité dans la religion musulmane, dans l'islam bien entendu, en cette période sainte pour ses pratiquants. Cela reste un principe fondamental. Nous allons suivre la réaction d'un imam dans ce reportage de Juliette Bayard. L'islam, une religion qui a pour fondement le partage. En cette période sainte du jeûne, préparant les fidèles musulmans à la fête du Ramadan, beaucoup font des sacrifices, des dons, en plus des prières quotidiennes adressées à Allah. Finalement, quelle est la place de la charité dans le mois du carême? L'imam a dit les charités qu'on fait dans le mois de carême, c'est la bonheur pour les fidèles. C'est une grande récompense pendant le mois de Ramadan. Tout ce qu'on fait comme charité dans les autres mois, si on le fait dans le mois de Ramadan, c'est doublé, ou bien même triplé. C'est pourquoi il y a tellement d'importance. C'est pourquoi tous les musulmans préfèrent faire beaucoup de charités dans le mois. Ce qui concerne les gens qui n'ont pas de quoi donner, et ce sont eux qu'on appelle les pauvres ou bien les déshérités. Ce sont eux qu'on donne les charités qu'on amène. Les gens qui n'ont pas, donc les riches, ce sont eux qui donnent à quoi manger aux autres pauvres qui jeûnent, qui n'ont pas quoi faire la rupture avec. Donc les charités qui viennent, c'est pour les démunis. Au cours de l'entretien avec l'imam Amadou Oumar Sy de la mosquée Siradia de Petit Paris, l'importance de la prière du vendredi a été évoquée. La différence entre vendredi et les autres jours, c'est que vendredi a une grande importance par rapport aux autres jours. Pourquoi? Adam, notre père Adam, comme vous dites en français, Adam a créé le jour de vendredi. Il est rentré au paradis le jour de vendredi. Il est sorti aussi au paradis le jour de vendredi. Et disons même qu'il est mort le jour de vendredi. Et dans l'islam, on a considéré le vendredi, c'est le jour que la résurrection sera le jour de vendredi aussi. Plus que quelques jours, et c'est la fin du jeûne en attendant que le croissant de lune apparaisse pour annoncer la fête. La traditionnelle fenêtre ouverte de cette édition d'information parlait du mariage, s'interroger s'il est toujours aussi important que jadis. Juliette Bayard. Le mariage coutumier hier, aujourd'hui, le mariage civil, quelle que soit sa nature, cette union entre deux êtres qui devraient se compléter tout en regardant vers la même direction, a-t-elle encore son importance? Le mariage ne peut qu'être important. En fait, les Gabonais, on perd déjà notre culture. Déjà, le mariage, c'est l'union de deux familles avant d'être l'union de deux personnes. Déjà. Et ensuite, des rapports s'amélioreraient quand même avec le mariage. C'est toujours important le mariage. Parce qu'il faut se marier pour s'assurer de tout. Voilà. Et le mariage, surtout à la coutume, c'est plus important que tout ce qu'on fait. Le mariage est très très important. C'est l'un des premiers actes qu'un homme ou une femme doit poser dans sa vie. Maintenant, si aujourd'hui les gens pensent que le mariage n'est pas important,
Ce sont des personnes qui ne savent pas leurs origines. Le mariage, c'est une bonne chose. Tel que moi qui vous parle ce jour, je suis marié, je suis très fier de ce que j'ai eu à faire pour mettre commerce, au lieu de rester comme ça sans être fixé. Un mal nécessaire selon certains, car au-delà des problèmes qui peuvent arriver au sein d'un couple, il faut tenir le coup. Il y a toujours des crises, ça ne manque pas. Quelquefois vous avez le bonheur, quelquefois il y a le malheur, tel que moi j'ai un malheur qui me frappe aujourd'hui. Vous voyez un peu? Pour d'autres, par contre, le mariage ne saurait être une fin en soi, le bonheur étant la résultante d'autres facteurs. Je pense que le bonheur n'est pas fonction du mariage, mais le bonheur est fonction de ce que l'on... d'un ensemble de principes, d'un style de vie, et tout est fonction de la vision que l'on a. Parce que certaines personnes apparentent le bonheur en fonction des biens matériels ou bien de l'argent qu'elles possèdent. Et donc le bonheur a une définition singulière. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais je pense que l'homme se réalise beaucoup mieux dans le mariage lorsqu'il a une vision. Parce qu'une vision ne peut pas se porter seule. On a besoin d'une femme soumise, c'est-à-dire pas quelqu'un sur qui on pourrait dominer, mais quelqu'un qui pourrait soutenir notre mission. Le mariage, un objectif à atteindre à tout prix ou un chapeau d'épines à éviter? Le débat continue. L'information, c'est également à l'étranger. Commençons d'abord par la République malienne. Et là-bas, c'est Mohamed Ali Agouadoussen, l'un des responsables opérationnel d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AGMI, qui a donc été tué ce week-end lors d'une opération des forces spéciales françaises dans ce pays. Le terroriste, rappelons-le, était l'un des ravisseurs du français Serge Lazarevitch. Cette opération qui déstabilise ainsi la chaîne de commandement d'une Katiba, brigade bien entendu d'AGMI, et porte à nouveau un coup dur au groupe armé terroriste du Sahel. C'est du moins ce qui ressort du colonel Gilles Jaron, qui est le porte-parole de l'état-major des armées françaises. En République du Congo, au Congo-Brazzaville, bien entendu, c'est Denis Sassou Nguesso qui s'est retrouvé à Paris, qui a rencontré François Hollande ce mardi donc au Palais de l'Élysée. Au menu de leur entretien, la crise centrafricaine et encore le sommet de Paris sur le climat. Notons que l'agenda africain du président français Hollande est décidément chargé alors qu'il vient de réaliser une mini-tournée en Afrique, au Bénin, en Angola et au Cameroun, du 1er au 3 juillet dernier. Il a donc reçu ce mardi Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État congolais, celui-ci qui doit également rencontrer le Premier ministre français Manuel Valls. Au vu de l'implication de la France et du Congo dans la crise centrafricaine et de la préoccupation française en termes de sécurité régionale, François Hollande et son homologue correspondent régulièrement, s'ils ne se sont pas vus en personne depuis le sommet de la francophonie à Dakar en décembre 2014. Ils se sont néanmoins parlé, rappellent les services appropriés au téléphone au moins à 2 reprises depuis. On a noté également des questions liées au changement constitutionnel, outre les sujets régionaux et internationaux comme le sommet de Paris sur le climat. L'opposition espérait également que François Hollande abordât l'épineux sujet des mandats présidentiels et des intentions du président congolais quant à sa succession en 2016. Le contexte était propice. Sassou, qui vient d'ailleurs de convoquer un dialogue national à partir du samedi 11 juillet pour évoquer la gouvernance électorale et la réforme des institutions importantes dans son pays et assez souvent réclamée depuis des lustres par, évidemment, ses compatriotes de l'opposition. La page sport de cette édition d'information avec justement l'élection du président de la sous-ligue de football de la commune d'Ovendo. Cela s'est passé le week-end. Joël Franconcoul en parle. Merci. Candidat à la sous-ligue. Donc, nous avons M. Mousseni Bernard, candidat. C'est dans cette modeste salle de classe que s'est déroulée l'élection du président de la sous-ligue de football de la commune d'Ovendo. Sous la supervision du secrétaire général de la Ligue de football de l'Estuaire, au coude à coude, Mendy Kamangoy, l'homme du renouveau,
Bernard Boussingui pour la continuité. Devant eux, 16 délégués. Après un long processus précédé d'un vote, Mendy Kamangoy est élu par 13 voix contre 3. C'est tout à fait normal, hein. Dans toute élection, il y a toujours un gagnant perdant. Donc je félicite ici mon frère qui a bien voulu remporter cette élection. Et je lui souhaite surtout courage parce que par le passé, j'ai fait une expérience dans la gestion de la sous-ligue par le passé. J'ai quand même dirigé cette sous-ligue en tant que secrétaire général de la sous-ligue à l'époque. Et j'ai fait le travail qu'il attend. Le nouveau président, Mendy Kamangoy, une fois élu, a déjà les plans plein la tête. Cette année, au niveau du championnat de la sous-ligue, nous allons mettre en place un championnat des minimes, un championnat des cadets, un championnat de corpo, un championnat de D4, un championnat des vétérans et un championnat féminin. Afin de ça, de couronner un peu la fête dans la sous-ligue de Vendo en matière de football. Aussitôt élu, le nouveau président de la sous-ligue de football de Vendo, Mendy Kamangoy, a été installé par le secrétaire général de la Ligue de football de l'Estuaire, qui l'a aussitôt renvoyé à l'exercice de ses fonctions. C'est au gymnase du lycée Pauline Djengonju de Libreville que s'est déroulé ce week-end, justement, la fin de la saison de la Ligue de volleyball de l'Estuaire. Plusieurs équipes ont pris part à cette rencontre sportive. Joël Franconcoulou. Malgré tout de même une baisse d'activité dans l'organisation des différentes compétitions au niveau national, la Ligue de volleyball de l'Estuaire a tenu tout de même à aller jusqu'au bout de ses activités. Lors de la coupe de fin de saison, toutes les équipes affiliées à cette ligue étaient bel et bien présentes. Après une longue et dure journée, TGV OM chez les hommes et Ndela Énergie de la SG chez les dames ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est une satisfaction totale de la part de la Ligue de volleyball de l'Estuaire parce que nous avons réussi depuis le début de la saison à organiser en gros une centaine de matchs, ce qui n'est pas rien pour préparer les équipes de la Ligue au championnat national qui se joue du 14 au 18 juillet de cette année. Au terme donc de cette coupe de fin de saison à la Ligue de volleyball de l'Estuaire, les ambitions de ce responsable sont d'aller à la conquête cette fois-ci de tous les titres nationaux. La qualification des clubs pour le championnat national s'est faite de façon assez proportionnelle par rapport au nombre d'équipes que les ligues ont. Et la Ligue de l'Estuaire a la spécificité d'avoir 7 clubs qui jouent régulièrement et on a réussi à qualifier 5 clubs chez les hommes et 5 clubs chez les dames, ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus de chances que les autres provinces de pouvoir gagner ce trophée. Et c'est l'objectif que la Ligue de l'Estuaire s'est assignée depuis que nous sommes à la tête de cette structure depuis 2011. On a réussi à gagner le championnat 2012 avec TGV et nous avons réussi également cette saison à gagner à Mwanda le tournoi Slime à Kanzaka avec Ndela Dam. Donc c'est pour dire que nous avons préparé tout au long de la saison nos équipes pour glaner tous les trophées fédéraux cette saison. Si cette ambition est légitime, ces mêmes responsables ont tenu au terme de cette compétition à récompenser les meilleures équipes à ordre de mérite, sans oublier les joueurs et joueuses méritants, mais aussi les dirigeants de clubs. Dans le même temps, c'est au gymnase du Prytanée militaire qu'ont eu lieu les tirages au sort des championnats nationaux de volley, du championnat national de volleyball qui devrait se tenir du 14 au 18 juillet prochain. Retrouvons Joël Franconcoulou pour le point. Ndela, champion en titre du champion de l'année dernière, sera aussi tête au série. Nous avons donc sur le tableau ici, poule I, parce que nous avons déterminé si on va prendre dans la poule A ou la poule B. Cela a son sens dans le fait que, selon que je sois dans la poule A ou dans la poule B, je joue ou le premier ou le deuxième match. Donc, nous procéderons dans un premier temps au tirage au sort des poules entre Mangasco et Ndela. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Le tirage proprement dit au sort va donc commencer, en présence des dirigeants des clubs, des joueurs qui ont tenu à être là afin d'avoir une idée sur leur probable adversaire lors de ces championnats nationaux seniors de volleyball qui démarreront le 14 et s'achèveront le 18 juillet 2015 prochain. Ce sont les meilleures équipes du moment. Tout en reconnaissant une certaine apathie au niveau fédéral, l'on estime tout de même que beaucoup aurait été fait. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de bruit ces derniers temps, mais que ce soit au niveau féminin, notamment en beach, au niveau senior, au niveau du volet de phare, comme au niveau beach, nous avons pris part aux compétitions organisées par la zone cadre. Au niveau des hommes, il progresse énormément. Bon, au niveau des femmes, il y a beaucoup de travail à faire. 4 poules ont pu être tirées. C'est ainsi que chez les dames, dans la poule A, on aura Ndela Énergie de la SEG, VVA et Kwan. Dans la poule B, Manga Sport, AS Lova et Espoir Volleyball Academy. Chez les messieurs, poule A, Manga Sport, Ndela Énergie, Espoir Volleyball Académique et Bangando. Poule B, TGV OM, VVA, AS Lova et Cosma MP. Rendez-vous donc a été pris du 14 au 18 juillet 2015 au gymnase du Prytanée militaire. Et le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a désormais un syndicat dénommé Syndicat national de la jeunesse et des sports, une cérémonie mettant à jour ce syndicat a vu le jour ce week-end. Voici le reportage de Joël Franconcoulou. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, doyen d'âge dans le syndicalisme, je vous installe dans vos fonctions de président du syndicat national du ministère de la Jeunesse et des Sports. Après plus de 57 ans de lutte dans le noir de 1958 à 2015, le tout premier syndicat du ministère de la Jeunesse et des Sports vient de voir le jour. Chers frères, sœurs, ce que vous entreprenez là, ce n'est pas facile. Ce n'est ni la fonction, ni le nom qui font un syndicat un vrai défenseur des droits des citoyens et des droits de l'homme. C'est la manière. La première chose que vous devez avoir, c'est la foi. La foi dans ce que vous allez faire. Ça veut dire qu'il faut croire. Il faut accepter, il faut être convaincu que seule la lutte me fera la vie. Le syndicat a un rôle important, voire déterminant. Nous ne serons que substitués à l'administration. C'est pourquoi nous pensons être à vos côtés à chaque fois que le ministère de la Jeunesse et des Sports prendra des décisions fortes ou organisera des activités. Puisque nous sommes une force de proposition, cela maintiendra le département au climat de convivialité. Sa création tire son origine au non-paiement de certaines primes et autres avantages au personnel du dit ministère, inspecteurs, professeurs, conseillers et autres instructeurs de jeunesse. Les syndicalistes doivent avoir un grand regard certain quant à la réglementation en vigueur dans notre administration, bien entendu les textes qui régissent notre département, qui encadrent les organisations syndicales et ceux liés à la déontologie administrative et aux rémunérations. À cet effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le secrétaire général souhaiteraient avoir une collaboration forte avec cette nouvelle entité. Par la mise en place d'un partenariat entre le ministre, par le biais de la direction centrale des ressources humaines et le syndicat nouvellement créé.
Le syndicat national de la jeunesse et des sports, en abrégé SYNAGES, se veut donc être cet instrument de défense des intérêts communs des travailleurs et entend insister sur la sensibilisation de l'ensemble de ses membres. La CAN 2017, c'est pour un peu plus d'un an et le Gabon qui doit évidemment organiser cette manifestation sportive. On se demande bien quant à la livraison des infrastructures sportives, notamment le gymnase Omnisport Président Bongo. Les interrogations fusent de toutes parts. Francis Obama. La livraison du stade Omnisport Président Bongo, la question vaut son pesant d'or. Depuis de nombreuses années, les fameux travaux de ce stade ne sont jamais arrivés à terme. Pourtant, à l'époque, les autorités avaient rassuré les populations de la mise à disposition de cette infrastructure pour la CAN 2012. Rien n'a été compromis. Au moment où le Gabon doit abriter la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2017, rien n'est véritablement perceptible pour assurer les Gabonais, même si certains affirment que le stade Omnisport sera fait prêt avant 2017. Les travaux vont redémarrer incessamment. C'est juste qu'il y a un petit arrêt, mais les travaux, mais il y a des gens, si vous allez là au stade, là vous allez constater qu'il y a quand même des gens qui sont en train de travailler là à l'intérieur. Hein. Ce stade-là, ben, bien, la CAN se jouera sur ce stade. Ça, on peut vous le rassurer. Hein. Le stade de Port-Gentil, c'est juste un rajout à d'autres stades qui feront la CAN. S'agissant de ceux habitant les alentours et menacés d'être déguerpis des lieux, à ce qui semble, ces derniers auraient déjà été dédommagés. Mais il faut dire que ces gens-là ont été déjà dédommagés, tous ceux qu'on a déguerpis là. Donc demain, après-demain, un communiqué peut passer, que demain, on viendra déguerpir les gens. Les gens sont déguerpis. C'est simple. Toutes les maisons qui sont cassées ici derrière le stade auront déjà reçu. Ceux-là ont déjà reçu de l'argent. Aucune maison ne sera cassée parce qu'on n'a pas reçu l'argent. Toutes les maisons qui sont cassées, c'est des gens qui auront reçu de leur argent. L'argent déjà en avance. Donc ils s'attendent que demain ou après-demain, qu'on vienne casser. Ou tout simplement les travaux du stade. Les regards des populations sont rivés en direction des pouvoirs publics en vue de la matérialisation du projet. La question du jour pour la boucle de ce TV+ ce soir nous donnait justement l'appellation de la substance nocive du tabac. Voici les réponses. On appelle la substance qui est nocive dans la cigarette. La substance qui est nocive dans la cigarette. Pas la nicotine ou comment? Quoi sur le tabac? Je peux dire le poison, hein, en un mot. La nicotine, non? La nicotine, je crois. Là, je suis désolé, je ne sais pas. La nicotine? Mais ça tue la substance qui est dans la cigarette. Oh, pardon. C'est la nicotine? Ah, excusez-moi, je n'ai jamais fumé. La cigarette, c'est pas bon pour la santé. Je vois, ouais, c'est pas bon pour la santé. Bon, je conseille les jeunes garçons et les jeunes filles d'éviter de fumer la cigarette. Mollo dans la vie. Tu comprends? Oui. Évidemment, c'est la nicotine qui est répertoriée comme substance nocive dans le tabac pour tous les fumeurs, avis donc à la consommation, justement. La page éphéméride de cette édition d'information. Voici la citation du jour. Il faut dompter la vie par la douceur. C'est une citation de Jules Renard, tandis que le proverbe du jour nous apprend ceci. La nation est à tout le monde, mais la religion reste personnelle. Demain, vous rappelez simplement que nous serons le mercredi 8 juillet 2015. Nous serons dans le 189e jour de l'année. Il nous en restera 176 avant l'an 2016. Et nous serons toujours dans la 28e semaine. Les prénoms à fêter dès demain, c'est bien tous ceux qui portent pour prénom Edgar, Thibault ou Thibault qui méritent et votre sourire et votre cadeau dès demain. Et ce communiqué de la Direction Générale de TV+, au compteur 2117 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, et